qu'à la suite de la Covid-19, qui a évidemment heurté un peu le système de santé, et nous avons constaté un certain nombre d'insuffisances pour lesquelles il va falloir prendre un certain nombre de réformes pour apporter des corrections, non seulement, mais aussi pour tendre vers la souveraineté sanitaire, mais aussi pharmaceutique. Et de ce point de vue, un certain nombre de réformes ont été initiées. Et ces réformes-là ont aujourd'hui abouti à l'adoption et à la signature de beaucoup de textes législatifs et réglementaires. Je peux juste en évoquer quelques-uns pour montrer que le ministère a beaucoup fait sur ce plan-là. Aujourd'hui, nous avons la loi de 2023 portant sur la pharmacie, les autres médicaments et les produits de santé, avec ces 6 décrets d'application qui sont déjà signés, qui sont déjà adoptés et signés. Cette loi, à cela aussi s'ajoute la loi de 2023 sur la chirurgie dentaire, qui aussi a été adoptée en 2023. Et ces textes ont permis à l'État du Sénégal de transposer dans l'ordre juridique interne des directives communautaires qui concernent la libre circulation des professionnels de santé, mais également le droit d'établissement. Donc c'est très important aussi de le rappeler. Mais à cela aussi s'ajoute un certain nombre de décrets, comme le décret de 2022 portant la création de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Nous avons aussi également le décret de 2023 portant la création de la Pharmacie nationale d'approvisionnement, qui a changé de statut, qui est passé d'un établissement non hospitalier à un établissement à caractère commercial et industriel. Donc c'est important de rappeler tous ces textes qui sont déjà adoptés par le gouvernement du Sénégal et qui contribuent à l'amélioration de la prise en charge de la santé des populations. Maintenant, nous avons aussi la question de la pharmacie qui aujourd'hui a quasiment, cette réforme a quasiment été achevée du moins. Il y a juste un certain nombre de textes d'application que nous allons terminer. D'ailleurs, certains sont déjà transmis au SGG, au secrétariat général du gouvernement, pour procéder à la diffusion. Et cela permettra une finalisation de la réforme du secteur. Nous avons la question des laboratoires, il y a la médecine. La médecine, aujourd'hui, l'exercice de la médecine a connu des évolutions. Et c'est important de le souligner. Je peux vous rappeler que la loi aujourd'hui qui gouverne l'exercice de la médecine date de 1966. Donc c'est un peu dépassé et de ce point de vue, il va falloir aussi, bien évidemment, qu'on s'aligne non seulement à la directive de l'EMOA portant sur la libre circulation des professionnels de santé et le droit d'établissement, mais également de tenir compte de toutes les évolutions qui touchent à l'exercice de la médecine. Donc c'est important. Et ce projet de texte a été élaboré, transmis. Le projet a déjà franchi pratiquement toutes les étapes. La prochaine étape, c'est de programmer une réunion de comité technique pour sa validation. Bon, nous avons récemment saisi l'ordre des médecins pour avis et observation. Dans le cas échéant, le projet de texte sera transmis. La carte sanitaire et sociale, ça aussi c'est une réforme phare que le ministre de la Santé et de l'Action sociale a identifiée. Et le ministre d'ailleurs accorde, suivant aussi les instructions des plus hautes autorités, une grande importance à ces réformes-là. La dernière carte sanitaire date de 2009. Donc, présentement, nous sommes en train de travailler sur le projet de texte en rapport avec la cellule qui est chargée de travailler sur la carte sanitaire, la CESDOS. Mais je voudrais aussi rappeler que la carte sanitaire est prévue par la loi 98-08 portant réforme hospitalière, qui l'a consacrée en son article 18. Et l'objectif c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, c'est en réalité de prévoir, comme la loi l'a indiqué, mais aussi de susciter
et c'est très important de le rappeler, des évolutions qui tendent vers la prise en charge correcte de la santé des populations. Et de ce point de vue, la carte sanitaire a pour objectif naturellement de déterminer de façon globale, sans faire de distinction entre les secteurs privés et les secteurs publics, toutes les structures et tous les équipements nécessaires à la prise en charge de la santé des populations, mais également à leur localisation. Quand on parle de localisation, ici on fait référence un peu à la position géographique. Donc c'est très important. Maintenant, l'autre chose aussi qu'il faille indiquer, c'est que la carte sanitaire permet une meilleure planification, surtout en ce qui concerne les investissements dans le cadre de ces structures de soins. Ça permet une meilleure planification, ça permet également une meilleure inspection de toutes les normes établies à cet effet. Parce que la carte définit un certain nombre de critères suivant lesquels on donne une autorisation de créer telle structure ou telle structure, suivant maintenant les niveaux et la catégorisation des structures. Là où c'est aussi important, c'est que la mise en place ou la mise à jour de la carte sanitaire facilitera la régulation, une bonne régulation de ces structures de soins-là. Et la réforme cadre, bien évidemment, avec les orientations des plus hautes autorités. Donc ça répond même à la volonté politique qui consiste à changer de logique. Autrement dit, nous allons tendre vers une logique curative, nous allons passer d'une logique curative vers une logique préventive. Et donc, si la carte est mise à jour, les soins ou les structures de soins vont davantage se rapprocher des populations. L'accès aux soins doit être facile. Et de ce point de vue, là, nous sommes en train de travailler en rapport avec la CESDOS, la cellule de la chargée de la carte sanitaire, mais aussi en rapport avec toutes les structures concernées, y compris la Direction générale des établissements de santé, pour mettre à jour cette carte sanitaire conformément aux orientations de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Donc la CESDOS a quasiment fini les questions techniques, mais il va falloir juste intégrer cette fois-ci de façon beaucoup plus, en tout cas, de façon beaucoup plus claire le secteur privé. Parce que la loi de 1998, modifiée en 2015, a beaucoup plus mis l'accent sur la non-séparation du secteur privé et du secteur public. Donc la carte doit contenir à la fois le secteur public et le secteur privé. Et aujourd'hui, le changement fondamental, c'est d'intégrer davantage le secteur privé dans la carte sanitaire. Et de ce point de vue, la CESDOS, en rapport avec la direction des établissements privés de santé et la direction des affaires juridiques, sont en train de travailler sur ces questions-là. Donc c'est une réforme qui a beaucoup évolué. Maintenant, ça reste quelques considérations techniques qu'il faille achever, mais aussi de partager de façon inclusive, mais aussi de façon participative avec toutes les parties prenantes. La gouvernance des hôpitaux est une question essentielle. Je pense que c'est une question fondamentale parce que dans la pyramide sanitaire, nous avons les établissements privés de santé qui jouent un rôle extrêmement important dans la prise en charge de la santé des populations. Et de ce point de vue, le gouvernement du Sénégal avait initié en 1998 une réforme hospitalière qui véritablement a abouti à la création d'un certain nombre d'EPS, d'établissements publics de santé. Et cette réforme aussi a été à l'origine de la loi de 1998-08, la loi de 1998-012, mais aussi de deux décrets d'application. Des décrets d'application de ces lois-là, 98-701, mais aussi 98-702.
du 26 avril 1998. Et la réforme, il faut le rappeler, visait à répondre aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. C'était ça. Il fallait répondre aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, à la mise en œuvre de la politique de santé pour tous, la mise en œuvre de politique de santé axée sur la santé pour tous. Donc c'était véritablement ces questions-là qu'il fallait prendre en compte, effectivement en tenant compte de toutes les évolutions liées à l'exercice de la médecine. Parce que c'est important de faire ce petit rappel, mais en plus de ces évolutions, il y avait aussi la question de la gestion des hôpitaux pour avoir plus d'efficacité. Donc l'objectif visé, c'était principalement, en réalité, était d'instaurer une gestion axée sur les résultats. C'était ça le but de la réforme. Mais c'est vrai, il faut aussi l'indiquer, et c'est important, c'est-à-dire que les établissements publics de santé ne sont pas destinés à faire des bénéfices. Ils ne sont pas dans le secteur marchand, au même titre que la Sainte Pharmacie nationale d'approvisionnement, qui est un EPIC. Ce qui est recherché, c'est véritablement un autofinancement global. Une bonne gestion de ces structures de santé, avec une meilleure capacité de gestion, mais aussi une meilleure capacité de financement. Il faut que les structures, ces établissements de santé publics, assurent leur autonomie financière. Et si ces structures de santé arrivent à gérer leur autonomie de fonctionnement, mais aussi leur autonomie financière, mais naturellement, elles pourront davantage assurer une meilleure prise en charge de la santé des populations. Il faut également le rappeler, beaucoup a été fait sur le plan des infrastructures, sur le plan des équipements, mais aussi sur le plan de la gestion du personnel. Donc vraiment, il y a un bon personnel de santé, mais aussi un personnel administratif, un personnel qui est en train de faire un excellent travail à ce niveau-là. Bien vrai que des manquements ont été constatés. Nous avons constaté que ces établissements publics de santé sont confrontés à des difficultés structurelles, mais surtout financières. Bon, cela est lié à plusieurs raisons, mais au moins je peux en évoquer deux qui me semblent être les plus importantes. Et la première, c'est de dire que la réforme n'a pas été achevée. Donc la réforme n'est pas allée jusqu'au bout. Beaucoup de textes d'application de la loi de 98-08, comme de la loi de 98-12, beaucoup de textes d'application n'ont jusque-là n'ont pas été pris. Aujourd'hui, il y a des décrets d'application qui sont contenus dans ces textes-là, mais qui n'ont pas été adoptés ni signés. Et certains n'ont pas été véritablement élaborés. Donc, il y a des difficultés à ce niveau. Là, c'est un. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir aussi que la gouvernance de ces établissements publics réponde aux nouvelles préoccupations de l'État qui sont contenues dans la loi de 2022 portant sur le secteur parapublic. Parce que les établissements publics de santé font partie du secteur parapublic. Là aussi, il faut le rappeler. Donc c'est une réforme qui date de 1998 et en 2022, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée et promulguée dont l'objectif véritablement est de gouverner de façon globale toutes les entités du secteur parapublic, y compris les établissements publics de santé. Donc il faut que ces EPS, la gouvernance de ces EPS, se conforme à cette loi-là. Mais il faut aussi davantage qu'on prenne en compte les préoccupations des populations. Pour dire la prise en charge de qualité de la santé des populations. Et je le rappelle, bien que beaucoup a été fait. Et de ce point de vue, en rapport avec la Direction générale des établissements de santé, qui est en train de faire un travail sur la question,
tenant compte bien évidemment des orientations de monsieur le ministre. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Suivant une évaluation globale, il faut que la réforme soit réformée. Mais pour que la réforme soit réformée, il faut qu'il y ait d'abord une évaluation globale de la réforme. Ça c'est important. L'évaluation globale de la réforme. Ce travail est en train d'être mené au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Maintenant, la deuxième chose, c'est que après cette évaluation, il faut maintenant qu'on identifie de façon beaucoup plus profonde les difficultés structurelles, mais aussi les difficultés financières. Qu'est-ce qui empêche ces établissements publics de santé de s'autofinancer globalement? Je pense que aussi c'est une question extrêmement importante à laquelle nous devons apporter un certain nombre de réponses. Maintenant, c'est vrai, ce n'est pas une question qui est exclusivement réductible au ministère de la Santé et de l'Action sociale, en l'occurrence à la Direction générale des établissements de santé. Il faut que toutes les parties prenantes participent à ces réformes. Donc, il faut qu'il soit des réformes consensuelles, des réformes participatives, mais aussi des réformes inclusives. En tout cas, c'est ça l'orientation de monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Maintenant, nous sommes en train de travailler sur ces questions-là. Et très prochainement, des propositions seront faites en cohérence avec les nouveaux référentiels de politique publique, mais aussi en cohérence avec les orientations de l'autorité, de monsieur le ministre, et justement en parfaite collaboration avec les parties prenantes, y compris les syndicats, les syndicats, les associations, etc., etc. Donc ça nous permettra véritablement d'avoir une bonne démarche tendant à impliquer tout le monde, mais aussi d'apporter des solutions à toutes les difficultés auxquelles ces structures de santé sont confrontées. Ces réformes s'inscrivent dans un contexte très particulier, marqué par justement l'adoption récemment du nouvel agenda de transformation Sénégal 2050 qui repose sur la stratégie nationale de développement 2025-2029. Mais à cela aussi s'ajoute la lettre de politique sectorielle qui est une forme de contribution de la mise en œuvre de cet agenda-là définie par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et cette lettre de politique sectorielle est en conformité avec la stratégie nationale de développement 2025-2029. Donc c'est pour vous indiquer que toutes ces réformes sont contenues dans ces documents que je viens d'énumérer, et cela évidemment nous permet quand même de s'inscrire dans ce contexte-là, donc dans cette nouvelle dynamique de transformation du secteur de la santé et de l'action sociale. Sur instruction de monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, nous avons démarré le processus d'élaboration du projet de code de la santé publique. Donc nous avons fait une première réunion de cadrage sous la présidence du secrétaire général du ministère, c'était au mois de mai 2025. Par la suite, le ministre a désigné un comité d'experts qui va accompagner le ministère à travers la direction des affaires juridiques, laquelle direction a effectivement fait une première réunion de session d'orientation. Qui a porté sur le processus d'élaboration du projet de code de la santé publique. Et par la suite, nous avons fait du moins organiser une activité en élaborant la feuille de route, mais aussi en travaillant sur un projet d'arrêté mettant en place un comité de pilotage. Vous conviendrez avec moi que le projet de code de la santé publique, c'est un projet de code multisectoriel qui nécessite l'intervention et la participation de toutes les parties prenantes. C'est un outil fondamental. Et de ce point de vue, donc il va falloir qu'on ait un contenu bien garni. Donc il y a un cocktail d'éléments qu'il faille prendre en compte dans le cadre de ce projet de code de la santé publique. La médecine traditionnelle,
etc. Nous avons la question de la protection sociale, la digitalisation de la santé, la question de la vaccination, pour laquelle un projet de loi a déjà été élaboré. Et très prochainement, nous allons procéder à sa transmission aussi au secrétariat général du gouvernement. La santé de la reproduction. Donc il y a un cocktail d'éléments qu'il faut prendre en compte dans le cadre de ce projet, où je dirais du contenu de la loi portant code de la santé publique. Le contenu, donc il y aura une partie législative, mais aussi une partie réglementaire. Et sur le contenu de ce projet de code de la santé publique, la chance que nous avons, c'est que le ministère de la Santé, à travers la direction des affaires juridiques, avait bien travaillé sur un ensemble de projets de textes législatifs et réglementaires. Une partie est au SGG, est transmise au secrétariat général du gouvernement en vue de la programmation d'une réunion de comité technique. Une autre partie est aussi transmise au secrétariat général du gouvernement pour procéder à la diffusion des 10 projets auprès des différents départements ministériels. Donc c'est de recueillir leurs avis et observations avant de les transmettre à nouveau pour la programmation d'une réunion de comité technique. Donc c'est pourquoi d'ailleurs le ministre de la Santé a jugé nécessaire de mettre en place ce comité de pilotage multisectoriel. Donc un comité de pilotage qui permettra à toutes les parties prenantes, à tous les départements concernés de participer à ce processus. Maintenant, est-ce que la loi va sortir avant 2025? En tout cas, nous sommes en train de travailler sur ces questions-là, suivant l'orientation de M. le ministre et suivant aussi le canevas et l'agenda qui a été établi. Mais l'objectif, c'est véritablement de finaliser le projet de loi et de le mettre dans le circuit institutionnel de validation du projet de texte.